2026 doit être une mine d'or pour les spécialistes des cervicales parce que, franchement, j'ai l'impression qu'on subit un coup du lapin géopolitique tous les jours. Il y a seulement 24 heures, je discutais des perspectives du projet Liberté, le système que les États-Unis voulaient mettre en place pour évacuer les navires bloqués à l'intérieur du Golfe. Ensuite, Marco Rubio a fait une audition pour devenir le candidat républicain de 2028, ou plutôt il a tenu une conférence de presse, remplaçant la porte-parole habituelle Caroline Leavitt, qui est en congé maternité. Bravo à Marco Rubio d'être intervenu et d'avoir comblé une nouvelle fois un poste vacant à la Maison-Blanche. Quoi qu'il en soit, Marco Rubio a déclaré, je cite, « L'opération est terminée ». Epic Fury, nom de l'administration pour la guerre contre l'Iran, le président a informé le Congrès que cette étape est terminée, d'accord ? Nous abordons maintenant ce projet Liberté. Sauf que peut-être pas. Plus tard dans la journée, Trump a annoncé sur Truth Social que, je cite, « Le projet Liberté sera mis en pause pour une courte période afin de voir si un accord peut être finalisé et signé avec l'Iran. » Puis, ce matin même, Axios a publié un article avec le titre « Les États-Unis et l'Iran proches d'un mémo d'une page pour mettre fin à la guerre, selon des responsables. » Mais ensuite, en lisant l'article, vous découvrez que le mémo d'une page ne mettra pas fin à la guerre. Super. Et juste pour être sûr, Donald Trump a publié sur Truth Social quelques heures plus tard que le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous, y compris l'Iran, sinon les bombardements reprendront à un niveau et une intensité bien supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Bien que le monde soit objectivement absurde, je crois qu'un optimisme prudent reste possible. Le maître mot, c'est la prudence, et rien à voir avec ce que suggère ce titre. Aujourd'hui, je veux donc expliquer pourquoi il y a cette fois-ci un véritable espoir, aborder ce que pourrait contenir cette note d'une page pour mettre fin à la guerre et conclure par quelques brèves remarques sur la question de savoir si tout cela en valait la peine. Mais d'abord l'optimisme. Je sais que cette administration a tendance à dire beaucoup de choses. Je suis aussi assez satisfait qu'il y ait une prise de conscience plus large dans le public que nous devrions ignorer ces messages. Cependant, en même temps, il y a eu une surcorrection, où Trump annonce des choses qui sont immédiatement rejetées, même si elles sont prononcées en même temps que des actions coûteuses. En gros, nous ignorons la seconde moitié du cliché et nous devons observer ce qui se fait ici. Hier, j'ai souligné les défauts inhérents du Project Freedom. Les États-Unis n'escorteraient pas correctement les navires hors du Golfe, comme lors de la guerre Iran-Irak, mais se contenteraient plutôt de coordonner des évacuations. Il n'y avait aucune chance que l'Iran accepte cela. On pouvait donc parler d'amélioration par rapport à la situation initiale, mais ce n'était pas une vraie solution pour rétablir le transport maritime dans le Golfe à son niveau d'avant-guerre. En effet, 2 navires ont réussi à passer grâce à ce programme. Ce n'est pas mal compte tenu de la courte durée du programme. 2, c'est en effet mieux que 0, mais cela reste une fraction de ce que cela devrait être. Derrière une partie de la fanfaronnade médiatique, l'administration Trump reconnaît la nature limitée et risquée du système, tout en notant à juste titre qu'elle faisait quelque chose. C'est important car cela montre que mettre le programme en pause fournit une vraie information. Nous passons d'un filet de navires quittant le Golfe à ce qu'aucun navire ne quitte le Golfe, du moins à court terme. La raison pour laquelle vous feriez cela, c'est parce que vous pensez qu'il y a de bonnes chances qu'une meilleure solution arrive bientôt. À savoir que l'Iran assouplira les restrictions sur les transits par le détroit d'Ormuz et que la sécurité de tous sera garantie. Par conséquent, même s'il est facile de rejeter une publication sur Truth Social comme étant sans importance, je pense qu'il y a ici des raisons d'être prudemment optimiste. Cependant, je noterai en même temps que s'il y avait, disons, 20% de chances qu'un accord soit conclu dans les prochains jours, cela vaudrait la peine de suspendre brièvement une stratégie d'évacuation risquée. Autrement dit, nous pouvons à la fois penser que des progrès sont globalement peu probables, tout en interprétant la pause du Project Freedom comme une bonne nouvelle. Cela nous amène au cœur de l'aventure d'aujourd'hui, le contenu de la note d'une page qui, soi-disant, mettra fin à la guerre. Eh bien non. Lisons en fait le contenu de l'article. Citation. Beaucoup des termes exposés dans la note seraient non conditionnés à la conclusion d'un accord final, laissant la possibilité d'une reprise de la guerre ou d'une période prolongée d'incertitude où la guerre ouverte aurait cessé, mais où rien ne serait vraiment résolu.
Maintenant, permettez-moi de commencer ce que je vais dire en précisant que, dans les relations internationales, rien n'est jamais vraiment définitif. Il n'existe pas de contrat pouvant être imposé par une autorité extérieure. Si à un moment donné, quelqu'un décide que le système actuel ne lui convient plus, il peut déclencher ou recommencer une guerre. Mais il y a une différence significative entre une note d'une page qui mettra fin à une guerre et une note d'une page qui guidera les futures négociations entre les parties. Encore une fois, je décrirai cela comme une raison d'être optimiste que le cessez-le-feu pourrait être prolongé et qu'il y aura finalement une sorte d'accord auto-applicable. Cela dit, je sais qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou utiliser tout autre idiome lié aux animaux. Voyons ce que contient ce prétendu mémo mettant fin à la guerre. Il y aura une période de 30 jours pendant laquelle le détroit d'Ormuz sera progressivement rouvert à tout le trafic, mettant ainsi fin aux 2 volets du blocus. L'Iran retirera son uranium hautement enrichi du pays. Un moratoire de 12 à 15 ans sera instauré sur l'enrichissement de l'uranium en Iran et un plafond de 3,67% d'enrichissement sera appliqué par la suite. Notez qu'une concentration de 3,67% d'uranium-235 est suffisante pour faire fonctionner des centrales nucléaires, mais n'est pas suffisante pour fabriquer des armes nucléaires. L'Iran cessera d'exploiter des installations nucléaires souterraines. L'Iran s'engagera à ne jamais développer d'armes nucléaires, une mesure complètement dénuée de sens dans le monde des relations internationales, si je puis me permettre d'intervenir. L'Iran se soumettra à un régime d'inspection renforcé, très probablement sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cela a en réalité du sens, car les inspecteurs peuvent vérifier que l'Iran respecte l'accord. Les États-Unis lèveront les sanctions économiques contre l'Iran et libéreront divers fonds iraniens actuellement gelés. Pour une note d'une page, c'est un aperçu assez détaillé de ce qui va se passer pour le reste des négociations. Mais si vous me permettez maintenant de poser toute une série de questions, il deviendra évident qu'une seule page ne peut pas réellement constituer un véritable accord. Si le détroit est rouvert progressivement, dans quel ordre les pays lèvent-ils leur blocus? Quels navires ont priorité de passage? Les dragueurs de mines peuvent-ils entrer tout de suite dans le détroit pour aider? Qui va fournir les dragueurs de mines? L'Europe va-t-elle être piégée dans ce processus, comme je le dis depuis le début? La France sera-t-elle la première sur place, après avoir annoncé le déplacement de son porte-avions en mer Rouge pour se rendre rapidement à Ormuz? Qui récupérera l'uranium hautement enrichi d'Iran? À quoi ressemblera la chaîne de traçabilité lors du transfert de l'uranium de l'Iran à quelqu'un d'autre? Que deviendra ensuite l'uranium? Est-ce que quelqu'un va l'acheter? Sera-t-il dilué à 3,67% et rendu à l'Iran pour ses centrales nucléaires? Sinon, comment l'Iran va-t-il alimenter ses centrales nucléaires? Comment peut-on savoir si la quantité que l'Iran remet est réellement celle qu'il possède? Que va-t-il advenir de toutes les centrifugeuses qui enrichissent l'uranium à 60 et quelques pourcents? Seront-elles détruites? Seront-elles placées sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'AIEA? À quelle vitesse les inspecteurs peuvent-ils décider de visiter un site? Qui a le pouvoir de dicter la décision de choisir ces sites? Existe-t-il des restrictions sur la nationalité des inspecteurs? Y a-t-il des limites quant aux endroits où les inspecteurs peuvent se rendre? Peuvent-ils seulement visiter les sites déclarés? Et si les États-Unis pensent que l'Iran utilise un site non déclaré pour enrichir secrètement de l'uranium, l'AIEA peut-elle visiter ce site? Qu'en est-il des autres sites militaires? L'Iran craint-il que les visites de l'AIEA à travers le pays ne révèlent des secrets importants non nucléaires? Qui en Iran va approuver l'accord? Les États-Unis pensent-ils qu'un acteur infra-étatique ne cherchera pas à saper l'accord? Que faisons-nous? Que se passe-t-il? À un moment donné, nous devrons faire un bilan final pour savoir si tout cela en valait la peine. Pour l'instant, je pense qu'il vaut au moins la peine d'explorer les grandes lignes de cette question. Bien que l'administration Trump ait entretenu le flou sur la question de savoir si le changement de régime était le but de cette guerre, il est difficile d'expliquer le déclenchement de la guerre sans y voir un objectif. Et du moins pour l'instant, cela semble avoir échoué. J'hésiterai à faire des affirmations fortes sur les conséquences à long terme, car le gouvernement iranien a subi des pertes importantes et cela pourrait influencer ce qui se passera au niveau national dans les prochaines années.
Pour le dire autrement, il est possible que nous assistions à un changement de régime d'ici 1 an, ce qui ne se serait pas produit si les États-Unis n'avaient pas mené cette guerre. Mais tout cela reste spéculatif pour l'instant, et la perspective d'un changement de régime a reculé par rapport aux attentes initiales au début de la guerre. Les indicateurs nucléaires sont peu encourageants. Les délais évoqués pour l'accord ressemblent étonnamment à ceux du plan d'action global commun signé sous l'administration Obama. 2 points méritent d'être soulignés ici. Premièrement, le PAGC a été signé il y a plus de 10 ans, et 10 à 15 ans à partir de 2026 représente une échéance plus lointaine que 10 à 15 ans à partir de 2015. De plus, une grande partie de la défense aérienne iranienne a été détruite, obligeant le pays à la reconstruire avant de protéger un programme nucléaire. Cela, à son tour, a un effet concret sur le respect de l'accord par l'Iran. Le long du détroit d'Ormuz, toute l'affaire ressemble à un statu quo, en supposant que les parties reviennent à la situation antérieure, comme cela est actuellement suggéré. Je vois encore de grands médias discuter de la façon dont le monde a changé parce que l'Iran aurait découvert le pouvoir qu'il détient sur Ormuz, ce qui relève d'une naïveté presque enfantine. L'Iran a toujours su qu'il détenait ce pouvoir sur le détroit. Il a exercé ce pouvoir pendant ce conflit et il continuera à pouvoir exploiter ce pouvoir à l'avenir. La dernière partie qui reçoit peu d'attention en Occident mais qui est cruciale pour les partenaires de la région, c'est que l'Iran a perdu la capacité de projeter sa puissance dans la région pour un avenir prévisible. L'Iran ne peut plus envoyer d'aide militaire à ses partenaires de la résistance au même niveau que ces dernières décennies, ce qui signifie que la vie deviendra un peu plus simple pour des pays comme l'Arabie saoudite et Israël au cours des prochaines années. Alors est-ce que ça en valait la peine ? C'est une question politique, donc vos réponses varieront. Il ne fait aucun doute que les États-Unis ont payé un coût important en termes de matériel consommé pour l'opération. Il ne fait aucun doute que le retour du détroit au statu quo ante ne répare pas tous les dégâts économiques causés entre-temps. Les États-Unis ont ainsi encore plus frustré la plupart de leurs alliés traditionnels. Les consommateurs américains sont clairement mécontents de la hausse des prix de l'essence. Il ne fait aucun doute que les consommateurs américains verront leur frustration continuer dans 6 mois lorsque nous commencerons à voir les effets sur la hausse des prix des denrées alimentaires. Nous devrons revenir sur les conséquences de ces effets dans 6 ou 7 ans, surtout en ce qui concerne les vulnérabilités géopolitiques auxquelles les États-Unis se sont exposés. Le fait est qu'il y avait certains coûts, il y avait certains avantages, et c'est à vous de décider dans quelle mesure vous prenez en compte ces coûts par rapport à ces avantages. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Je serai prudemment optimiste quant aux nouvelles d'aujourd'hui, même si une amélioration par rapport à la situation de départ ne se traduit pas par des perspectives nettes positives. Interprétez avec prudence dans quelle mesure une note d'une page peut encadrer un accord final. Et étant donné des informations objectives sur ce qui s'est passé le long du détroit, il vous revient toujours en fin de compte de décider si cela méritait vraiment le hashtag « ça valait le coup ». C'est également à vous de choisir ce que vous souhaitez regarder ensuite. Peut-être une vidéo de cette chaîne sur un sujet connexe ou une vidéo d'assistance géopolitique de la chaîne secondaire. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner. Et je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.